si votre enfant est exposé, a vu des images pornographiques, je tiens à le rappeler quand même, ce n'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute des adultes. Et pour moi, c'est très important de le dire. On arrête de responsabiliser les enfants. C'est pas à eux de se protéger contre cette industrie qui cherche à faire du profit en les rendant dépendants dès le plus jeune âge. Donc la première chose qu'on dit à ces enfants, c'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. C'est dans cette société, ce sont les adultes d'aujourd'hui qui ne t'ont pas protégé contre ce produit qui est très addictif. Hey! Allez, si vous écoutez La Matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast La Matrescence se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Les chiffres autour de l'exposition des enfants et des adolescents au contenu pornographique sont ahurissants et alarmants. D'après un rapport du Sénat intitulé « Porno, l'enfer du décor », un enfant sur 3 a déjà vu des images pornographiques avant l'âge de 12 ans et 2 sur 3 avant l'âge de 15 ans. Chiffre encore plus inquiétant, 50% des garçons de 12 ans et 13 ans y vont tous les mois. Oui, vous avez bien entendu, 50% des garçons de 12 ou 13 ans y vont tous les mois. Le phénomène est inquiétant et doit nous préoccuper. Parce qu'en 2024, les enfants et adolescents ont accès bien trop librement à ce contenu délétère pour leur santé mentale et leur cerveau en construction, rappelons-le. Face à la détresse des parents et des enfants qu'elle ressent en consultation, Thérèse Argot tire la sonnette d'alarme pour qu'enfin le problème soit pris au sérieux. Thérèse est thérapeute de couple et sexologue. Elle vient de sortir un livre intitulé « Tout le monde en regarde » ou presque. Dans cet épisode, vous comprendrez pourquoi le porno est une drogue. Oui, c'est une drogue. Quels sont les mécanismes employés par l'industrie du porno pour que depuis le plus jeune âge, les enfants y soient addicts. À travers notre conversation, vous obtiendrez des outils pour accompagner au mieux et surtout essayer, comme on peut, de protéger nos enfants à cette exposition. Cette conversation est importante, vraiment. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Thérèse. Salut Clémentine. Alors je voudrais avant de commencer ce podcast dire qu'on se connaît depuis très très longtemps. On a joué à cache-cache ensemble quand on était petites. Et ce que je te disais juste avant, je ne me souviens pas quand je t'ai rencontrée, parce que j'ai l'impression que j'ai toujours su qui tu étais. Donc pour la petite histoire, tu es la cousine de mes meilleures amies d'enfance, avec qui j'ai grandi, que je vois toujours encore. Qu'on embrasse très très fort. Et vous êtes belge? On est complètement belge. Belge, mais ses cousins avaient décidé d'habiter en France. Et oui, tes cousins, donc je les salue, Charlotte, Coralie, Valentine et Quentin, qui vivent aussi en France et en Belgique et en Australie, s'ils écoutent ce podcast, parce que c'est quand même très drôle. On a un groupe WhatsApp avec eux, notre famille, ma famille et leur famille. Et j'ai dit, je vais interviewer Thérèse. J'ai dit, c'est quand même incroyable. C'est génial, j'adore. On a rigolé. Et alors, je voulais te dire, parce que c'est très lié à ce thème, et si tu ne le sais pas, donc on va parler de pornographie, de l'exposition des enfants, des adultes. La première fois que j'ai été exposée à des images pornographiques, c'était avec tes cousins.
On était petits, c'était absolument pas de leur faute, on était avec des grands. J'avais 8 ans et je m'en souviendrai évidemment toute ma vie. Tu vas nous expliquer pourquoi on s'en souvient toujours de la première fois. Et je me souviens les sensations que j'ai ressenties, je me souviens du scénario du film, tellement c'était bizarre. Et je me souviens avoir dit à mes parents, parce que j'avais la liberté de pouvoir le dire, et je sais que c'est pas toujours le cas, mais ça restera toujours corrélé à 2 de tes cousins et cousines d'avoir vu la première fois des images pornographiques, malheureusement, ensemble quand on avait 8 ans. Alors, on va boucler la boucle aujourd'hui, ensemble, ouais, exactement. en parlant. Mais c'est marrant parce que je lisais ton livre et je me disais, c'est drôle quand même parce que c'est quand même avec ta famille. C'est quand même Ils y peuvent rien, hein, vraiment. Mais oui, parce qu'en plus, dès lors qu'ils étaient enfants, ils n'y étaient peuvent enfants rien. Avec moi, bien sûr. On va partir du principe que dès qu'on est enfant, on n'y peut rien. C'est important de le rappeler. Alors, déjà, ma première question, c'est pourquoi toi, en tant que sexologue et thérapeute, tu t'es intéressée à la pornographie ? Alors, c'est assez simple parce que je passe mon temps à rencontrer des jeunes, des collégiens, des lycéens. Je passe mon temps à écouter des adultes dans le cadre de mes consultations. Les jeunes, c'est dans le cadre de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et c'est au travers de toutes ces rencontres que je me suis dit que j'étais obligée, c'est-à-dire que c'était une nécessité absolue de parler de ce sujet-là parce qu'il encombre l'esprit, mais aussi du coup les corps des hommes et des femmes de notre époque. Alors moi-même, je n'ai jamais été exposée à la pornographie quand j'étais mineure. Donc je n'ai aucun souvenir à ce niveau-là et aucun traumatisme à ce niveau-là. Et je me suis pas du tout rendu compte que c'était un vrai problème de société. Il se fait que j'ai fait des études de philosophie et ma directrice d'études en philosophie est Michaela Marzano, qui a écrit des livres, entre autres, sur la pornographie. Elle a écrit un livre qui est très intéressant, qui s'appelle « La pornographie ou l'épuisement du désir », que j'ai lu quand j'étais étudiante. Donc j'ai commencé à réfléchir sur la question de la pornographie au travers de ces ouvrages de philosophie. Et après, en étant sur le terrain, je me suis dit « mais c'est pas possible. Le phénomène est gigantesque, personne n'en parle et les conséquences sont graves. » Le titre de ton livre, c'est « Tout le monde en regarde, ou presque, du porno, tellement ça a infiltré notre société ». Le porno, ça commence très jeune, les chiffres, ils sont édifiants. Franchement, c'est terrible quand on ouvre vraiment les yeux sur la problématique. Pourquoi est-ce que l'enjeu à l'addiction du porno, ça commence dès la première exposition, donc des fois dès 6, 7, 8 ans? Oui, je redonne juste les chiffres pour tous les parents qui nous écoutent, pour bien rester attentifs dans cette émission qui est essentielle. 1 enfant sur 3 en dessous de 12 ans a déjà vu des images pornographiques, 2 enfants sur 3 en dessous de 15 ans, la moitié des garçons de 12-13 ans regardent du porno 1 à plusieurs fois par mois. Et après, les chiffres chez les adultes sont très très importants aussi. 44% des jeunes disent reproduire ce qu'ils ont vu dans les images pornographiques. Et quand tu sais que 90% des images qui sont visionnées concernent de la violence explicite, la violence sexuelle explicite, on a le devoir de s'intéresser à ce sujet parce que donc ça ne concerne pas seulement les enfants des autres, ça concerne aussi nos propres enfants. Ce qui est difficile à concevoir quand t'es parent parce que tu penses jamais que tes enfants vont être concernés par ce sujet. Et là, en fait, oui. C'est tous les enfants, n'importe quel milieu, n'importe quelle éducation, religion, milieu social, enfin vraiment, ça touche tout le monde. Et donc voilà. Donc on parlait tu te disais quoi, pourquoi c'est un enjeu, pourquoi c'est un enjeu l'addiction, en fait, que ça commence si tôt en fait. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que le produit en lui-même, c'est-à-dire ces images pornographiques sont en elles-mêmes addictives parce qu'elles vont enclencher dans le cerveau ce qu'on appelle le mécanisme de la récompense. Ça veut dire que le cerveau va comprendre que en regardant ces images, il ressent de l'excitation sexuelle qui va apporter un plaisir, un shoot de dopamine. Le plaisir, c'est très agréable. Et donc, le cerveau va réclamer une nouvelle dose pour revivre cette expérience-là. C'est comme pour d'autres produits addictifs, mais on peut parler comme du sucre. Quand un enfant va commencer à goûter le sucre, il va vouloir encore avoir des produits sucrés, mais aussi comme la cigarette. Quand on va fumer avec la nicotine, il y a un phénomène d'addiction qui va se mettre en place, comme toutes les drogues. Donc il s'agit de la même chose par rapport à la pornographie. En tout cas, c'est ça que je défends dans ce livre. C'est pas un produit comme un autre. Ça a vraiment un pouvoir très fort addictif, et d'autant plus que des chercheurs ont montré que ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont activées que quand on prend de la cocaïne ou de l'héroïne. Ça veut dire qu'il y a une activation très puissante qui est faite en voyant ces images. Donc, on va partir du principe, en tout cas c'est ce que je défends, que le produit en lui-même, il est addictif. Mais quand on est enfant, quand on a encore un cerveau qui est immature, eh bien, on est beaucoup plus fragile par rapport à ce produit-là. C'est la raison pour laquelle, en France, la loi est très claire. En dessous de 18 ans, aucun mineur n'est censé voir ces images à caractère pornographique parce qu'ils ne sont pas en capacité à pouvoir prendre la distance nécessaire pour ne pas tomber dans l'addiction.
Quand on est adulte, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on d'un coup on regarde du porno. Pas du tout. D'ailleurs, il faut arrêter avec l'expression film pour adultes, comme si on disait dans la conscience collective, quand t'es adulte, tu regardes ces films et c'est tout à fait normal. Non, c'est que c'est autorisé, la vente est autorisée, l'exposition est autorisée, parce qu'on présuppose qu'un adulte va être capable de pouvoir un peu plus gérer sa consommation qu'un enfant. Ce qui en soi n'est pas tout à fait vrai, mais c'est un peu comme la cigarette. C'est interdit de vendre des cigarettes aux mineurs, il est permis de vendre des cigarettes aux majeurs. C'est pas pour ça que la cigarette ne devient pas addictive une fois qu'on devient adulte. Fumer quand on est enfant ou quand on est adulte ne changerait en fait que fumer tue. C'est la même chose avec la pornographie. Il se passe quoi quand on est enfant et on est exposé à des images pornographiques? Ouais. Il se passe un phénomène très étrange qu'il faut arriver à expliquer, à comprendre. Le phénomène étrange, c'est quoi? C'est qu'avec mon intelligence, avec mon éducation et tout le bagage de valeurs que j'ai, quand je vois ces images, je comprends tout de suite, quand je suis enfant, que je fais une bêtise, que je suis pas censée voir ces images-là. Donc, avec ma tête, je me dis, c'est pas bien ce que je suis en train de regarder. Genre, je suis pas censée voir ça. Avec mon cœur, on va dire mon monde émotionnel, je peux ressentir la première fois que j'ai été exposée à ces images, à des émotions telles que le dégoût ou la gêne. Et en même temps, avec le corps, je ressens une sensation agréable. L'excitation sexuelle, c'est agréable. Le plaisir sexuel, c'est hyper agréable. Et donc, à ce moment-là, lors de la première exposition, il y a un choc qui fait que les câbles internes entre la tête, le cœur et le corps, ils vont disjoncter. On pète les plombs d'une certaine façon. Pourquoi je dis qu'on pète les plombs? C'est que normalement, c'est accordé entre la tête, le cœur et le corps. Je donne toujours cet exemple, mais qui est parlant et qui peut vous aider aussi quand vous en parlez à vos enfants. Si je vous tends une pomme, que cette pomme, elle a des taches brunâtres, elle a un verre qui sort, d'accord? Avec ta tête, tu dis, ouh, cette pomme, elle est pourrie. Si je te la tends tout proche de ton visage, et je dis, mange ma pomme, tu vas dire, ah, ça me dégoûte. Et si je te fais manger ma pomme, qui est pourrie, tu vas la manger, et tu vas recracher les morceaux en disant, mais c'est dégoûtant. Donc, ta sensation corporelle est alignée avec l'émotion que tu ressens, le dégoût, et c'est aligné avec le jugement que tu as eu en voyant la pomme. Donc, les trois sont cohérents. Et nous, les êtres humains, on est bien faits. On a une émotion qui s'appelle le dégoût, qui nous permet de ne pas consommer quelque chose qui pourrait nous faire du mal. Heureusement qu'on a ça. Là, ce qui est très bizarre, c'est que ça te dégoûte, mais t'aimes ça. Mais comment veux-tu le comprendre ? Quand t'es un enfant, quand t'es un collégien, quand t'es un lycéen, et j'ai envie de dire, même quand t'es adulte, comment des scénarios sexuels complètement dingos peuvent te provoquer de l'excitation sexuelle. C'est quand même compliqué, cette affaire-là. C'est quand même le sexe, c'est quand même un truc hyper complexe, quoi, dans notre esprit, les fantasmes, etc. Et l'enfant, il peut pas comprendre ce qui s'est passé. Alors, à ce moment-là, lors de cette première exposition, je parle de choc, je parle de quelque chose qui traumatise, parce que c'est trop puissant pour l'enfant, il peut pas comprendre. Et il va être envahi par deux émotions. À la fois un sentiment de culpabilité, j'ai fait une bêtise, j'étais pas censée voir ces images. Et quand on se sent coupable, en général, on va pas chez son père et sa mère en disant « Papa, maman, j'ai vu des images bizarres à la télévision, sur l'écran, sur ma tablette. » On dit pas ça, parce qu'on dit « Ouh là là, je suis pas censée voir ça, j'ai fait quelque chose de mal. » Et il ressent aussi une émotion liée à la honte, à la gêne. Je me sens gênée, je me sens honteuse d'avoir éprouvé cette sensation agréable sur quelque chose qui était mal. La honte, pareil, repli sur soi, on n'en parle pas. Vraiment, comprenez ça, quand on se sent coupable ou quand on se sent honteux, on s'enferme sur soi dans le silence, on n'en parle pas. Et je sais pas si ça fait déjà écho à une compréhension que vous avez d'un autre phénomène de société qui sont les abus sexuels, les violences faites aux enfants, mais aussi au niveau sexuel. On comprend pas pourquoi les enfants n'en parlent pas, parce qu'ils sont empêtrés dans des sentiments de culpabilité et de honte, et donc ils sont enfermés là-dedans. Et bien c'est la même chose avec la pornographie, ce sont les mêmes types de sentiments et les mêmes types de mécanismes qui se mettent en place, et donc on n'en parle pas. Sauf qu'on n'en parle pas, mais on comprend pas ce qui s'est passé. Alors, ce qui va se produire, c'est qu'on va y retourner une seconde fois pour voir si ça refait la même chose. Et là, puisque c'est fait pour ça, ça refait la même chose. Et c'est comme ça que le cerveau va vouloir encore et encore sa nouvelle dose. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même cette foutue culpabilité qui envahit l'esprit. Je suis quand même pas censée voir ça. Et puis, ce sentiment de gêne, de honte aussi. Et c'est là que l'enfant va faire un deal avec lui-même. Il va essayer de se déculpabiliser. Il va essayer d'enlever ce sentiment de honte en se racontant tout un tas d'histoires. Du genre, tout le monde en regarde. Et donc, si tout le monde en regarde, je fais rien de mal. C'est ceux qui ne regardent pas qui ont un problème. Juste pour la petite anecdote, il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une personne qui suit mon travail qui me dit « Merci pour votre livre parce que j'avais pendant toutes ces années honte de ne jamais avoir vu de film pornographique. Je me sentais tellement gênée et honteuse de ne pas avoir vu de porno. Et grâce à votre livre, je me sens complètement libérée. Merci beaucoup. » Et c'était une jeune fille qui doit avoir entre 20 et 30 ans. Et tu t'imagines comme si la honte, en fait, elle est du côté de ceux qui n'ont pas vu de film porno et que la norme, c'est d'avoir vu des films porno. Et on le voit au collège, hein.
Ils se disent, ils se parlent entre eux comme ça, en disant, ben voilà, t'as quoi, t'as jamais vu ça, mais c'est ce qu'il faut faire, il faut regarder. Ils se moquent de ceux qui en ont pas vu, et, voilà, pour essayer justement d'enlever cette espèce de culpabilité. On peut se raconter d'autres histoires du genre, je suis tout à fait capable de faire la part des choses, ça n'a pas d'impact sur moi, si personne ne le sait, il y aura pas de problème, j'arrêterai le jour où je serai en couple, j'arrêterai le jour où je serai dans un couple stable, ou j'arrêterai le jour où je serai dans un couple heureux sexuellement, toujours des prétextes. C'est toujours moins grave que de fumer, que de boire ou de se droguer, donc, et en fait, tu te racontes des histoires pour t'enlever cette culpabilité. Et c'est comme ça que tu es enfermé dans une spirale qui peut s'installer pendant des années et des années, parce que le propre de la consommation de pornographie, c'est que ça ne se voit pas. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de signe visible que quelqu'un consommerait du porno. Tu vois, tu parlais de ton expérience à 8 ans, une petite fille qui peut consommer du porno ou qui peut en voir une à plusieurs fois à cet âge-là, mais c'est impossible de le deviner, quoi. Si elle n'en parle pas, on ne peut pas deviner. Alors, il y a quand même des petits signes de mal-être qui peuvent s'installer, de décrochage scolaire ou quoi, mais bon, ça reste un peu général. C'est vraiment, pour moi, c'est ça le plus grand problème avec cette drogue, parce que moi je parle vraiment que c'est une drogue, parce que c'est une drogue dure, c'est que on ne voit pas, on peut pas deviner en tant que parent si notre enfant en consomme ou pas. Alors, si jamais notre enfant a la lucidité, le courage, j'en sais rien, se sent en sécurité pour pouvoir venir nous en parler. J'ai été exposée dans la cour de récré, au centre aéré, avec des copines, peu importe l'âge, peu importe comment. Qu'est-ce qu'on fait en tant que parent? Déjà, pour qu'ils puissent en parler, il y a la sécurité dont tu parles qui est essentielle. Je sens qu'il y a une relation de confiance, c'est que mes parents vont pas me punir bêtement quand je vais leur confier quelque chose. Pourquoi j'ai punir bêtement? C'est que si votre enfant est exposé, a vu des images pornographiques, je tiens à le rappeler quand même, ce n'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute des adultes. Et pour moi, c'est très important de le dire. On arrête de responsabiliser les enfants. C'est pas à eux de se protéger contre cette industrie qui cherche à faire du profit en les rendant dépendants dès le plus jeune âge. Donc la première chose qu'on dit à ces enfants, c'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. C'est dans cette société, ce sont les adultes d'aujourd'hui qui ne t'ont pas protégé contre ce produit qui est très addictif. Donc, tout de suite, on déculpabilise les enfants, et je dis ça vraiment avec force, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas ce point de vue-là, parce qu'ils ont une vision un peu ancienne du problème de la pornographie, et qui peuvent punir leur enfant. Mais si vous faites ça, non seulement c'est pas juste, parce que c'est pas la vérité. Donc, d'un point de vue de la loi, c'est pas la responsabilité de l'enfant, c'est la responsabilité du producteur d'images pornographiques. Mais en plus, vous allez décupler le sentiment de culpabilité, donc décupler le mal-être, et donc vous allez renforcer tout le problème chez l'enfant. Donc, ne pas faire ça. Première chose, c'est pas ta faute. On ne t'a pas protégé. Je suis désolée que tu aies pu voir ces images. C'était à moi, adulte, de te protéger, puis c'est à notre société à te protéger. Bon. Est-ce que jusque-là, tu me suis quand j'ai ça? Tout à fait. Moi, ça, c'est vraiment important de le dire. Et en fait, pour que l'enfant puisse parler, il faut aussi qu'il comprenne que c'est pas un sujet tabou au sein de la famille. Or, quand on parle de pornographie, on parle de sexe. C'est comment dans votre famille de parler de sexualité? Est-ce que c'est un sujet dont on ne parle pas du tout? Ou on parle énormément? Ou, enfin, je sais pas comment c'est dans votre famille. Mais il faut que l'enfant il puisse trouver aussi les mots pour en parler. Si c'est un sujet qu'on n'aborde jamais, si c'est comme si ça n'existait pas, il n'a pas les mots pour pouvoir le dire. Peut-être que ça rejoint encore d'autres problématiques, comme on parle de l'inceste ou des abus, etc. Il y a des situations comme ça où si on n'en parle pas, l'enfant ne peut pas avoir les mots pour s'exprimer. C'est pour ça qu'il faut parler de pornographie aux enfants. N'ayez pas peur d'en parler, vous n'avez pas suscité l'addiction en parlant, au contraire, mais exactement comme vous parlez de la cigarette, exactement comme vous parlez de l'alcool, exactement comme vous parlez du fait qu'il y a des choses qui sont mauvaises pour soi. Et donc, ça existe. Et dès lors que ça existe et que c'est ultra présent aujourd'hui, il faut en parler à ses enfants pour dire que si un jour tu vois des images qui ne sont pas belles, quand ils sont tout petits, là, avant 8 ans, on peut dire des images qui sont pas belles, qui sont pas jolies, qui peuvent parfois choquer, que tu peux pas comprendre, que des images où on voit des gens tout nus, etc. Ça existe parfois. Et si ça arrive, tu peux m'en parler. Y a pas de problème. Mais oui, il faut quand même devancer un peu la chose. Sinon, c'est quand même compliqué à l'enfant d'expliquer ce qu'il a vu. Parce que parfois, il pense que son parent comprend pas ou peut pas, voilà. Y a pas d'espace de dialogue, quoi. Et après, le point très important, si vous me suivez bien avec ce sentiment de honte, c'est que l'enfant, il aura besoin de ressentir une chose qui va être essentielle. C'est que le fait qu'il ait vu ces images-là ne change pas le regard que ses parents ont sur lui ou sur elle. C'est ça qu'il faut dire à son enfant, c'est que le regard que je porte sur toi ne change pas. Je t'aime, je t'aimerai toujours, et même j'ai un secret, je t'aime encore plus depuis qu'il vient de me partager tout ça. Et vous serrez très fort votre enfant contre vous et vous lui dites « Oh, qu'est-ce que je t'aime !» Voilà. Il a besoin d'entendre ça. Pourquoi? Parce que la honte, c'est de dire « Est-ce que je vais être encore aimée si on apprend que j'ai vu ça ?»
Est-ce que je vais être encore acceptée au sein de ma famille si on apprend que je regarde ces images-là? Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment le rassurer, parce que c'est ça qui va le libérer déjà de cette emprise qu'a l'industrie pornographique sur lui, en l'isolant, en le laissant dans l'incompréhension. C'est marrant que tu dises ça, parce que je me rappelle, donc moi j'avais dit à ma mère, il y avait pas de tabou sur ça, enfin je me sentais pas du tout insécurisée de lui dire, mais en revanche je me souviens dans notre quartier, les grands qui nous avaient exposés à ils avaient pas du tout aimé que je puisse faire ça, c'était pas normal que je puisse en parler, j'avais trahi, alors moi j'avais 8 ans, ça m'était un peu passé au-dessus, mais j'étais là, mais je comprends pas pourquoi c'est problématique, je sais que c'était pas très bien, on n'aurait pas dû. J'avais l'impression de faire quelque chose de bien en parlant. Mais c'est super. Mais déjà, entre enfants, tu sais, on a les plus grands avaient ce truc de t'avais pas le droit, mais parce qu'eux-mêmes pouvaient pas parler chez eux. J'ai une amie qui m'a dit un truc très juste là, il y a quelques jours, que j'avais envie de vous partager, par rapport à la notion des secrets. Elle enseigne à son petit qui a 7 ans, elle lui dit, avant 12 ans, il n'y a pas de secret. Elle lui dit, on n'a pas à être bloqué dans un secret avant 12 ans parce que tu n'es pas encore en capacité à pouvoir gérer un secret. En fait, à faire la part des choses entre le secret qui mérite vraiment d'être gardé et le secret qu'il faut révéler. Et je trouvais ça intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez en tant que parent, comme proposition un peu d'éducation. Parce que justement, la petite fille que tu étais à 8 ans, elle était dans cet esprit, genre, il n'y a pas vraiment de secret, j'ai vu quelque chose, j'en parle. Et c'est tellement bon. Quelle liberté elle avait, cette petite fille. Mais effectivement, si on se dit c'est un secret, il faut pas en parler, c'est là que ça va faire vraiment des dégâts. En fait, partez du principe que par rapport à la question de la pornographie, c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est pas le fait d'avoir été exposé aux images pornographiques qui est traumatisant. Qui est traumatisant, oui, mais qui va avoir des conséquences graves jusqu'au restant de vos jours. Non, c'est le fait d'avoir été exposé à ces images et de pas avoir pu en parler. T'as raison. C'est la gestion émotionnelle derrière. C'est ça le truc. Parce que moi, je n'ai jamais re-regardé d'images pornographiques. J'ai été adulte après quand je l'ai fait. J'ai pas je suis pas tombée dans un cercle. Et moi, je pense parce qu'il y a des enfants. Parce qu'il y a des enfants qui, malheureusement, c'est la réalité. Ah oui. En consomment derrière. Exactement. Aujourd'hui, alors nous, à l'époque, c'était les vidéocassettes. Donc, fallait quand même, c'était plus complexe, fallait que les parents soient pas là. Aujourd'hui, c'est vrai que les enfants, s'ils ont des accès aux smartphones, aux tablettes, ils peuvent. Mais oui. Et tu dis, c'est dingue, hein. Tu dis, nous, à l'époque, on va faire nos vieilles. On va peut-être donner un peu nos âges pour faire nos vieilles. Parce que moi, j'ai 39 ans. Toi, 35. 35. Donc, on a encore moins de 40 ans. Et à notre époque, ça n'a plus rien à voir avec ce que vivent les enfants d'aujourd'hui. Tu parles de cassettes. Aujourd'hui, quand on parle de pornographie, on parle de vidéos disponibles à l'infini sur Internet. D'un petit clic, n'importe qui peut avoir accès à ces images. Le contrôle n'est pas du tout fait de manière efficace, absolument pas. Ne pensez pas une fraction de seconde que ça l'est. Ces images sont omniprésentes aussi, pas seulement sur les plateformes, mais parfois sur des réseaux sociaux comme Twitter, comme Instagram. Et puis Facebook, enfin voilà, tous ces réseaux sociaux, il y a aussi des images pornographiques qui circulent, enfin donc c'est omniprésent partout. Et puis quand on parle de pornographie aujourd'hui, on parle de 1/3 du trafic sur Internet concerne du contenu pornographique. Donc l'industrie, elle a explosé ces dernières années et ce n'est même plus la même réalité que celle à notre époque. Et je fais exprès donc de rappeler nos âges pour dire qu'en quelques années, ça a totalement changé. C'est pour ça que si vous êtes parents, je vous en supplie, ne pensez pas aborder ce sujet de la pornographie et éduquer vos enfants par rapport à ce sujet-là, par rapport à ce que vous avez connu à votre époque. Et je connais parfaitement la petite remarque de dire « Et nous aussi, on a regardé du porno quand on était enfant et ado et on n'est pas mort. » Donc, t'exagères, Thérèse. Non, en fait, la pornographie à laquelle vos enfants peuvent être exposés aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de l'époque. C'est très, très important de le comprendre parce que sinon on se plante complètement dans l'éducation. Et alors, elle est différente en quoi? Il y a plus de violence, plus de scénarios dégradants, ça va toujours plus loin, c'est ça la problématique? Oui, donc ça, déjà, ça c'est ce que tu dis est vrai. Et on rajoute à ça qu'avec Internet, la diffusion de ces images fonctionne sur un principe qui est que ce n'est plus le client qui paye. L'idée, c'est que ce sont des espaces publicitaires qui sont monétisés sur les plateformes. Ça veut dire que pour générer du profit, il faut que sur ces plateformes, sur ces sites Internet, il y ait beaucoup d'utilisateurs, qu'ils reviennent souvent et qu'ils restent longtemps pour augmenter le trafic et donc augmenter le prix de la publicité. Ça veut dire qu'il faut créer de l'addiction, sinon ça ne fonctionne pas. C'est comme Instagram. Si vous allez une fois sur Instagram, une fois, pas même si vous allez une fois par semaine pendant 5 minutes, Instagram ne fonctionne pas. Il faut que vous restiez des heures et des heures et des heures pour que ça fonctionne. Donc c'est le même principe, sauf que la pornographie est 1000 fois plus addictive que Instagram. Et on sait que c'est addictif, mais alors le porno c'est encore pire.
Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ça peut être non plus la même chose pour l'enfant, c'est l'accessibilité qui va aussi changer son rapport à la pornographie. Tu vois, toi, quand t'étais petite, t'as vu ces images parce qu'il y avait une cassette ou un magazine qui traînait, mais il fallait après le récupérer pour pouvoir en regarder. Mais là, c'est en un clic que tu y as accès. Combien d'enfants ont accès à des images pornographiques sur l'iPad familial? Il y a encore, on me racontait l'histoire, une maman qui a des enfants de moins de 10 ans et puis regardait des vidéos sur Internet sur la tablette et puis en fait, on swipe et puis en fait, on tombe sur des vidéos pornographiques consommées par qui? Est-ce que c'est par les enfants, par le conjoint, par je sais pas quoi? Mais en tout cas, elles sont là. Donc ça, c'est très, très nouveau. Ça change quand même beaucoup la donne. Et surtout, t'expliques ce système de récompense dans le cerveau qui fait que l'enfant, c'est pas de sa faute, est attrapé par l'enfant, l'ado, l'adulte, est attrapé par un système qui fait qu'il en veut toujours plus et qu'il veut revenir. Et donc, ton livre, il s'adresse aussi vraiment aux adultes, finalement, parce que peut-être qu'ils sont tombés dans le porno très jeunes ados, très jeunes enfants, mais aujourd'hui, en tant qu'adultes, ils savent plus faire la différence entre c'est OK, c'est pas OK. Et tu le dis aussi parce que le cerveau s'habitue à la récompense, et donc, ce qui lui paraissait excitant avant ne l'est plus au bout de 2-3 fois, et donc il faut aller encore plus loin. Et le cerveau est saturé d'images sexuelles. Autrefois, à une certaine époque, on voyait une cheville, on était déjà un petit dentelle, on était déjà tout émoustillé, quoi. Genre, c'était déjà hyper sexuel. Et au fur et à mesure, on s'est habitué à avoir des corps nus, et puis on s'est habitué à voir des femmes en sous-vêtements. Bah, tu sors dans la rue quand t'es petit, tu vois des femmes en sous-vêtements partout avec les publicités, ça ne te procure aucune excitation sexuelle d'en voir. Alors que à une certaine époque, de voir des femmes en sous-vêtements, ça devait être un truc incroyable. Donc, ce qui se passe, c'est que le cerveau s'habitue à un certain type d'image et il ne ressent plus du coup l'excitation dès lors que ça devient la norme. Et avec la pornographie, ce qui va se passer aussi, c'est que quand on s'est habitué à en consommer, pour ressentir l'excitation sexuelle, il va falloir augmenter la dose parce que certains scénarios ne font plus d'effet. J'entends encore un homme qui me disait... Là, il y a quelques jours, en consultation, il m'a dit, mais moi, le porno, ça me fait rien. Ça me fait plus rien. C'est-à-dire que mon cerveau est devenu insensible à toutes ces images-là. Et donc, pour ressentir l'excitation sexuelle, il a besoin d'aller voir des prostituées. Parce qu'il faut transgresser davantage. Parce qu'en fait, toutes ces images, il y en a tellement vu qu'on ne ressent plus. Donc, c'est comme vraiment, on est comme insensibilisé. Et quand on a commencé jeune, on peut imaginer que c'est d'autant plus fort que quand on commence plus âgé. Quand je dis que la pornographie est une drogue dure, c'est que d'abord, le phénomène d'addiction s'enclenche très rapidement dès la première exposition. Mais aussi, il y a un risque très important de vouloir augmenter la dose. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'on va cliquer sur des catégories de fantasmes de plus en plus transgressifs. Le petit couple qui fait l'amour dans les champs, c'est très très mignon, mais en fait, ça ne fait plus grand-chose à partir d'un certain moment. Et donc, on va aller vers d'autres scénarios, etc. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, en parlant, c'est que certains reviennent à ces images du petit couple qui fait l'amour dans les champs parce que ils ont tellement vu des images hyper trash que ça devient ça qui est transgressif. En fait, c'est le petit scénario classique, quoi, vraiment. Mais en fait, ce qui se passe, c'est l'idée, comprenez bien avec ce mécanisme de récompense, c'est qu'on va chercher à ressentir l'excitation qui est nécessaire pour le ressentir du plaisir sexuel. Donc la pornographie est un support à la masturbation, mais pour ressentir cette excitation sexuelle, on va rechercher de plus en plus de fantasmes. Et c'est la raison pour laquelle l'industrie pornographique aujourd'hui, elle se caractérise par une surenchère de violence. Mais quand je dis violence, donc c'est de viol, de pédocriminalité, etc., des choses extrêmement graves qui sont sur Internet. Il y a un rapport du Sénat qui est sorti en septembre 2023 qui parle de pornocriminalité, pour expliquer à quel point cette industrie, il y a de la criminalité à force de vouloir produire encore des images, parce que les consommateurs ont un besoin infini un besoin insatiable, de plaisir, et donc ils vont chercher encore et encore, ça ne s'arrête jamais, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc, quand je parle de violence, c'est là où je suis très inquiète, moi, par rapport à ce phénomène, c'est qu'on voit aujourd'hui des hommes et des femmes de notre époque qui sont envahis par des fantasmes sexuels qu'ils n'auraient jamais eu s'ils n'avaient pas été exposés à la pornographie. C'est-à-dire que la pornographie fabrique de nouveaux fantasmes, de nouveau pour répondre à ce besoin insatiable de sexe dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on a des hommes et des femmes qui peuvent être envahis par des fantasmes d'une immense violence. Je parle par exemple de viol ou de pédocriminalité, etc. Ils vont chercher ce genre de contenu, et ils vont être envahis par ce fantasme parce qu'en fait, plus rien d'autre ne leur fait d'effet, quoi.
Mais alors qu'au départ, ils n'avaient pas ce fantasme-là à la base. Est-ce que vraiment on est avec le fantasme d'actes de barbarie à l'encontre des femmes, comme on peut voir dans certaines représentations sexuelles? Je ne pense pas. On a des fantasmes tous, mais les fantasmes sexuels, mais on va à un degré de fantasme qui est, pour moi, qui sont plus. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ce ne sont pas des fantasmes naturels, tu vois. Ce sont des fantasmes qui sont fabriqués par l'industrie. Qu'on nous a mis dans la tête. Qu'on nous a mis dans la tête. Il faut bien comprendre que ce qu'on met dans notre tête va influencer notre imaginaire. Et donc, le propre de l'industrie pornographique, c'est qu'elle va fabriquer, qu'elle va, formater notre imaginaire et donc fabriquer après des fantasmes. On n'est plus libre. C'est pour ça que moi, j'aborde ces sujets-là, parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que la liberté. Et mon combat, c'est aussi la liberté sexuelle. Je suis immensément attachée à la liberté sexuelle. Pour différentes raisons, mais moi c'est le fil rouge de ma vie, la liberté, et c'est le fil rouge de ma vie, c'est la liberté sexuelle, et je m'attaque à cette industrie pornographique parce que pour moi elle vient entraver notre liberté sexuelle, au lieu de l'enrichir, de la développer, elle vient l'entraver, et c'est en cela que pour moi il n'y a rien de bon dans le porno. Et en plus tu notes bien que c'est aussi un vrai problème, c'est que on exploite des êtres humains. Oui. Est-ce que vraiment sont consentants? Est-ce que vraiment il y a une éthique de travail dans cette industrie? Est-ce que vraiment le porno peut être éthique? Ouais, c'est une vraie question. Tu tires le fil de tout ça, parce qu'il y a toujours des conséquences humaines. On paye pour regarder d'autres humains avoir une sexualité telle qu'elle est sur le porno, mais est-ce que vraiment c'est libre quand on fait ça? Souvent, quand on va consommer de la pornographie, on va se raconter l'histoire que, après tout, je ne fais rien de mal, ces gens-là sont consentants. Moi, j'ai rien demandé à personne. C'est eux qui produisent ces images. Si ça leur fait plaisir de produire ces images, si ça leur fait plaisir de gagner leur vie comme ça, moi, je ne fais rien de mal à les consommer. Et là aussi, petit arrangement avec sa conscience. Parce qu'on a besoin de se déculpabiliser. Parce que si tu apprends que ces gens-là ne sont pas consentants, si tu apprends que ces gens-là ne le font pas pour le plaisir, alors là, tu peux remettre en cause ta consommation. Il s'est passé différents scandales ces derniers temps dans l'industrie pornographique qui ont montré que il y a de très nombreuses situations où les acteurs, les actrices qui sont représentés ne jouent pas dans des conditions qui respectent pleinement leur intégrité. Il y a des problèmes donc de viol au sein de cette industrie, il y a des problèmes de violence, de trafic d'êtres humains finalement, et c'est de ça dont il s'agit aussi dans l'industrie pornographique. Alors on aime toujours après mettre en valeur le témoignage de femmes ou d'hommes qui ont vraiment choisi leur métier librement, qui sont hyper heureux de ce qu'ils font et qui nous disent à quel point c'est absolument génial. On se raccroche à ces témoignages et on adore ces genres de stars du porno. On les adore médiatiquement, on les adore suivre leur compte, etc. parce que ça nous déculpabilise en disant « mais regarde, il y a bien des gens qui adorent faire ça ». Mais pour une star du porno qui dit à quel point c'était un lieu d'épanouissement dans sa vie personnelle de femme ou d'homme, combien de centaines de milliers d'autres femmes et d'hommes sont exploités, sont violentés dans cette industrie. Donc, il faut faire très attention parce que ça, c'est vraiment des petits arrangements avec notre conscience. Alors, partez du principe qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment savoir si les vidéos qu'on consomme ont été faites dans le respect du consentement de chacun. C'est Pornhub qui a été victime justement, qui a été attaqué parce que il y avait de très nombreuses vidéos, mais genre un pourcentage très important de vidéos qui étaient disponibles sur la plateforme, qui n'étaient pas du tout faites dans le consentement, qui étaient du revenge porn, vous voyez ce que c'est, donc des vidéos qui ont été prises dans la sphère intime du couple, et le jour où il y a une rupture, on renvoie la vidéo, ou avec des mineurs, ou bref, dans des conditions qui sont totalement inadmissibles. Et eux ne contrôlent pas assez bien, même ne contrôlent pas du tout quasi, ces vidéos qui diffusent en permanence gratuitement à n'importe qui, à n'importe quel âge. Donc, il y a un vrai scandale dans l'industrie à ce niveau-là. Donc, faites attention quand vous consommez. Ne vous dites pas « Oh, c'est bon, ces gens-là sont consentants. » Tu n'en sais rien. Même dans les gens qui produisent du porno éthique, il y a eu aussi des difficultés. Il y a eu des grandes maisons de pornographie qui disent faire attention aux acteurs et aux actrices, et puis on a eu quand même des scandales. Donc ça reste quand même très très compliqué cette affaire-là. Est-ce que le porno éthique c'est possible? En réalité, la question philosophique derrière, c'est est-ce que la prostitution peut être morale? Parce que quand on parle de pornographie, on parle de prostitution, c'est-à-dire on parle de travailleurs et travailleuses du sexe. Donc ce sont des gens qui utilisent leur corps pour répondre à des services sexuels contre de l'argent. Donc est-ce que la prostitution c'est ok ou pas, quoi? En gros, c'est ça la question. Et est-ce que vous, avec votre conscience, vos valeurs, votre morale, vous êtes d'accord avec le fait d'utiliser le corps d'autrui pour satisfaire votre pulsion sexuelle? Alors là, il y a deux écoles. Et c'est vrai qu'elles semblent un peu irréconciliables.
Il y a d'ailleurs dans les mouvements féministes, il y a les abolitionnistes, ça veut dire celles qui pensent que la prostitution ne peut jamais être bonne et que c'est une atteinte à la dignité de la personne humaine et que même si la prostitution existe, il faut quand même la combattre et aider ces femmes et ces hommes à en sortir. Et puis il y a ceux qui pensent que, au contraire, ça peut être aussi le signe d'un choix, d'une liberté et qui sont pro-prostitution. Là-dessus, on a l'impression qu'on peut pas s'entendre parce que c'est une vision qu'on a de la personne humaine. Est-ce que je peux utiliser le corps de l'autre pour me satisfaire? Est-ce que je peux utiliser le corps de l'autre comme un objet, comme un moyen? Oui, non, c'est ça le grand débat. Là où il y a peut-être une faille, ou un lieu où on peut discuter, c'est par rapport à cette question du consentement. C'est facile de dire que si les gens se prostituent, que ce soit dans la rue ou dans leur chambre avec une caméra, voilà, c'est parce que c'est leur choix. Parfois, on a des pressions économiques, on a des pressions sociales, on a des pressions amoureuses, on a des pressions de toutes parts qui font qu'on va aller vers ce type d'action et de comportement. Parfois aussi, je pense que c'est important de le dire, on a une histoire qui a été blessée au niveau de la sexualité. C'est qu'on nous a fait passer pour un jouet sexuel, qu'on nous a fait passer pour une chose, en gros qu'il y a eu des abus sexuels et qu'à un moment, dans son corps, on a vu qu'on était capable de se dissocier et que finalement, si on peut être utilisé comme une chose, pourquoi pas en faire un profit? Et on sait très bien que beaucoup de personnes qui se prostituent ont été victimes d'abus sexuels quand ils étaient enfants ou adolescents ou même jeunes adultes. Et donc, c'est aussi important voir que ça peut se greffer sur des blessures. De nouveau, pas tout le monde. Il y aura toujours la personne qui dira « moi, je le fais vraiment librement ». Mais attention, parce que statistiquement parlant, elle représente une infime partie de toute la population de personnes qui se prostituent. Donc, c'est ça le grand sujet derrière. C'est pour ça que consommer la pornographie appelle à ce débat sur la consommation de prostitution. Mais derrière son écran, quand on est tranquille chez soi, bien au chaud, on se rend pas compte que quand on voit ces vidéos, il y a des vraies femmes, des vrais hommes, de la vraie vie. Et tu connais pas leur histoire. Et tu sais pas pourquoi elles font ça. Et tu sais pas si, en fait, en cliquant et en consommant, d'une certaine façon, tu es aussi responsable. Autant j'ai dit que les enfants n'étaient pas responsables, autant je pense que les adultes sont responsables. Mais exactement comme quand on va acheter des vêtements chez Zara, je suis la première à faire cette connerie-là, on peut être responsable de maltraitance d'enfants ou de communautés qui sont exploitées pour nous vendre des vêtements pas chers. Et donc j'ai une responsabilité en tant que consommateur, et c'est la même chose par rapport à la pornographie. Voilà, personne n'est exemplaire, mais il faut quand même savoir qu'il y a une responsabilité. Est-ce que l'industrie du porno a tout à gagner? Est-ce que les enfants consomment très tôt? Mais oui. En fait, c'est ça qui me révolte. Et là, il va falloir un moment qu'on passe à la vitesse supérieure en termes de Rien que ma question, je la trouve horrible. Mais non, mais en fait, elle est totalement vraie. Je vais te raconter une histoire qui est vraie. Il y a quelques mois, je fais un dîner à Paris, un dîner un peu de réseau. Ça veut dire que une personne a invité une quinzaine de Parisiens. On a tous des métiers assez engagés et on fait un dîner. Voilà, on discute ensemble, on apprend à se connaître et on va d'abord un tour de table. Chacun explique un peu quel est son métier. Moi, j'explique que un de mes grands combats, c'est de lutter contre l'exposition des mineurs à la pornographie et la pornographie en tant que telle, même aussi. Et puis on passe chacun à son tour. Et juste à côté de moi, il y a un avocat. Un grand avocat de Paris, très connu, qui dîne à côté de moi. Alors on dîne, comme c'est très informel, on picole un peu, beaucoup, énormément, les heures passent, et puis il est 1h30 du matin, mon voisin de gauche a quand même bien imbibé d'alcool, et là, il se retourne vers moi et il me dit « Thérèse, en fait, tu as raison de te battre contre le porno et contre l'exposition des mineurs à la pornographie. Et je vais te dire pourquoi. Je suis l'avocat d'une des plus, je vais pas dire le nom, du coup, mais d'une des plus grosses plateformes de vidéos pornographiques dans le monde. Je viens de passer mon dîner avec mon pire ennemi. Et moi qui suis donc je regarde et je me dis je vais passer mon dîner avec mon pire ennemi, mais comment c'est possible? Et donc je dis mais attends, mais comment tu peux être l'avocat et tout ça? Et puis il me dit ce que je peux te dire, c'est que on sait qu'un pourcentage important, à peu près 30% des consommateurs de notre site sont des mineurs. Ces espèces d'enfoirés, de connards, je ne sais pas de mots pour décrire à quel point ces gens-là sont des pervers, des tordus, vraiment des gens méchants, comme je dis aux enfants. Là, vous dire, il y a des méchants, il y a des gentils, c'est vraiment des méchants. Savent parfaitement que des mineurs consomment leurs produits, alors que du point de vue de la loi, c'est interdit. Donc, c'est eux qui sont responsables de faire en sorte que les mineurs ne consomment pas leurs images. Il faut juste cocher une case pour dire qu'on a 18 ans, pour pouvoir voir leurs vidéos à l'infini. Pourquoi ils gardent cela et ils ne font pas en sorte de protéger davantage leur contenu? Parce qu'il faut absolument que des mineurs consomment leurs images pour s'assurer qu'à l'âge adulte, ils soient des gros consommateurs. C'est exactement comme l'industrie du tabac. Pour qu'il y ait des gens qui fument à l'âge adulte, alors qu'en plus tu sais que fumer tue, n'est pas bon pour toi, etc., il faut habituer la consommation de cigarettes le plus tôt possible.
Si tu commences à fumer quand tu es enfant, quand tu es au collège, par exemple, ou au lycée, il y a des risques très importants que tu sois un gros consommateur, que tu sois un gros fumeur à l'âge adulte. Si tu commences à fumer ta première clope à mon âge, à 39 ans, parce que tu fais ta crise de la quarantaine, tu commences à fumer ta première cigarette. Non seulement tu crapotes comme une débilos, mais en plus, tu vas jamais devenir une espèce de grosse fumeuse. Parce que tu as pris une distance, et puis même si le produit reste addictif, il y a quand même beaucoup moins de risques de devenir une grosse fumeuse. Comme nous, ces plateformes fonctionnent sur un principe où il faut beaucoup de trafic sur leur site, il faut qu'il y ait des gros consommateurs, c'est-à-dire qu'ils viennent très très souvent, pas qu'ils crapotent comme la cigarette là, mais qui consomment plusieurs fois par jour du porno. Et donc, si on les habitue tôt, on s'assure de cela. Donc, il y a vraiment cette volonté. On peut vraiment dire avec ces petites anecdotes qu'elle est consciente d'exposer ces mineurs. C'est pour ça que ces plateformes-là, il faut les bloquer, il faut agir de toute urgence parce qu'ils font du mal à nos propres enfants. Et du coup aussi à l'âge adulte. On sait que 80% des 18-30 ans consomment du porno, mais ces gens-là, ce sont la génération qui a grandi avec du porno à l'infini depuis qu'ils sont au collège. Donc ils sont très très addicts. Moi, je pense toute la problématique de la pornographie avec, quand même de la même façon que l'histoire de la cigarette. Pour moi, c'est exactement le même principe. Après d'autres drogues. Je donne un autre exemple que vous pouvez donner aussi à vos enfants. Imaginez que à la sortie du collège, on distribue un sachet de cocaïne à tous les enfants. D'accord, ils sont en 6e. Moi, j'ai un petit comme ça. Chez moi, j'ai 3 enfants. Mon dernier, il est en 6e. Et là, on distribue un petit paquet de cocaïne à tous les enfants. Distribution gratuite, cocaïne pour tous. Bon, les enfants, à cet âge-là, ils vont prendre le petit sachet de coke et puis ils vont expérimenter. Normal, ce sont des enfants. C'est gratuit. C'est trop chouette. Ils expérimentent tout. Là, ils vont expérimenter la drogue. Quel serait l'intérêt de distribuer gratuitement de la cocaïne à tous les élèves de 6e? C'est de faire en sorte que ils comprennent qu'il y a une façon très accessible avec ce produit-là de se sentir dans un état d'excitation intense. Et donc, on va enclencher le système de l'addiction à ce moment-là. Voilà, c'est la même chose avec le porno. Et donc, ils vont retourner après. Donc, on a tout intérêt à aller distribuer des petites images pornographiques à tous les enfants pour enclencher ce phénomène d'addiction. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est un vrai problème de société. Je pense que j'ai entendu là récemment, les enfants d'aujourd'hui, les collégiens, les lycéens, se fument moins, se droguent moins, les drogues dures, beaucoup moins. Mais en fait, finalement, les nouvelles drogues, c'est ça. C'est la pornographie, les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que maintenant, dans les écoles, finalement, moi, on fait beaucoup intervenir pour parler du porno. Et on propose moins d'interventions sur les drogues dures, comme à une certaine époque. Il y a une époque, c'est quelle drogue qui était, enfin, il y avait des drogues comme ça qui étaient super disponibles à n'importe qui, puis on ne voyait pas trop le problème, quoi. Bon, la marijuana, déjà. Facile, hein. Moi, quand j'étais au lycée, c'était disponible hyper facilement. Après, j'en sais rien les autres drogues, mais. Ouais. Et donc on a changé notre vision par rapport à la drogue. On sait l'impact sur le cerveau. Il y a eu des campagnes de prévention aussi. Il y a peut-être des choses que le gouvernement a faites plus largement que le gouvernement ne fait pas avec le porno. Ouais, c'est vraiment la nouvelle drogue aujourd'hui. C'est comme ça que je vois les choses. C'est la nouvelle drogue. Et je suis persuadée, mais archi persuadée, que dans quelques années, on s'étonnera qu'on a fait cette émission, toi et moi, sur ce sujet de la pornographie. Ah bon, tout le monde ne savait pas que c'était un énorme problème. Ah bon, les enfants étaient exposés à ce point-là, mais c'est pas possible, des enfants voyaient des images comme ça. Et on sera tous choqués d'apprendre à quel point elle était omniprésente, parce qu'on va avoir, on est obligé d'avoir une prise de conscience collective que ce produit n'est pas bon. Ça existera toujours, mais en tout cas, tout le monde saura que c'est pas bon. Exactement comme la clope, tout le monde sait que fumer n'est pas bon pour la santé. Mais à une époque, vous vous souvenez, on pouvait fumer partout et c'était cool. Et on pouvait dans les voitures avec les enfants. Et alors, tu te souviens, parce que là, j'adore faire ma vieille. Je crois qu'il y a rien qui m'amuse plus que de faire ma vieille en ce moment. Parce que t'as des ados. Moi, j'ai des ados. J'adore. J'ai des enfants ultra jeunes et donc j'ai mon aîné qui a 18 ans, 15 et 11. Et à l'époque, quand moi j'étais jeune, quand on sortait en boîte de nuit, on puait la clope. Ah, c'est horrible. Et ben maintenant, non. mais il y avait un petit plaisir aussi à ça. J'adorais en même temps ce truc. On fumait partout, dans les avions, souvenez-vous. Enfin, on pouvait fumer dans les restos, on pouvait fumer partout. Et maintenant, on peut fumer plus nulle part. Ça nous choquerait d'ailleurs. Et ça nous choquerait. Et de fumer comme ça à côté de son enfant, on sait bien que son enfant aussi l'impactait. Et aussi, la cigarette était présente même dans les dessins animés. Pour enfants, il y avait des représentations, c'était vraiment le symbole de liberté. Et tu fumais, c'était cool. Tu fumes pas, c'était pas cool. Et bien, le porno, c'est exactement la même chose. C'est tellement omniprésent qu'on ne le voit plus. Et on est en train de se rendre compte que ce produit-là pose problème. Alors, on ne va pas impacter notre circulation sanguine et nos poumons, mais vient dégrader peut-être quelque chose qu'on a encore de plus précieux, c'est notre imaginaire. Notre imaginaire qui nous permet aussi d'être en relation les uns avec les autres. Il vient abîmer notre capacité à aimer, à être en relation. Et c'est pour moi, là, la chose la plus grave au monde, parce que c'est ça qu'on a de plus précieux. On est parents de jeunes enfants, on a conscience que c'est un problème.
qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger, puisque malheureusement, on n'a pas la main sur tout ce qu'ils font. Oui. Enfin, tant mieux aussi qu'on n'ait pas la main, mais... La première chose à faire, c'est de ne pas faire l'autruche et de faire ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est-à-dire écouter cette émission. Évidemment, je vous encourage à lire le livre qui est écrit pour justement vous aider à bien comprendre ce phénomène, de se renseigner, de lire, de se former. Parce que il faut comprendre d'abord ce phénomène de société. On est un bon parent si on s'intéresse à l'époque dans laquelle nos enfants vivent. Si on veut pas voir cela, on risque de vraiment mal agir avec ses enfants. Donc ça, c'est avoir le courage de regarder les choses en face. La deuxième chose, vous allez me détester, mais je parle en tant que maman aussi, donc je déteste ce que je vais vous dire, mais on est obligé de contrôler l'usage des moyens de télécommunication modernes. Je déteste faire ça moi aussi avec mes enfants et de leur dire maintenant ça suffit, on arrête les temps d'écran, etc. On a besoin de faire le gendarme toute la journée. Moi, je trouve personnellement, c'est immensément pénible, mais on les protège. Si on peut repousser le plus tard possible quand même l'accès au smartphone pour ces enfants. À l'iPad aussi, parce qu'au final, ils ont accès avec une tablette. Exactement. Donc, essayez quand même de repousser ça. Pourquoi ? Pour avoir quand même un certain contrôle sur ce que regardent vos enfants. À mon époque, mais vraiment là, je me souviens que quand on regardait la télévision, en fait, il y avait une télé et puis on devait souvent demander un peu à l'autorisation pour regarder telle ou telle émission, ou alors le parent passait et voyait ce qu'on regardait. Aujourd'hui, comme les enfants sont tout seuls face à leur écran, tu peux pas savoir ce qu'ils regardent. Ils sont dans leur chambre, ils sont en train de regarder plein de porno, t'en sais rien, quoi. Enfin, en fait, c'est ça la vérité. Et quand je dis la vérité, c'est que moi, j'ai eu des centaines de témoignages de situations comme celle-là, quoi, où les enfants sont dans leur chambre un week-end, mais en fait, ils se mettent plein de porno. Et tu le sais pas, toi, en tant que parent, parce qu'ils sont tout seuls face à l'écran, et c'est plus la télé au milieu du salon que tout le monde va regarder, voilà. Donc, contrôler les écrans, j'imagine que tu en parles aussi beaucoup dans ton podcast et que c'est un vrai sujet pour nos parents. C'est un vrai défi, mais on est obligé de le faire. Et puis, en plus de mettre des filtres, ça c'est important. Il y a quand même des filtres qu'on peut mettre sur tous ces moyens de télécommunication, même si ça ne suffit pas. On peut pas juste se dire, c'est bon, j'ai mis des filtres, l'affaire est réglée. Non, il faut quand même, en plus, aller quand même contrôler. Et puis, en parler avec eux. Parler de sexualité avec eux, parler d'amour avec eux, parler de ce sujet-là. Parce que derrière aussi, l'intérêt qu'ils peuvent porter à la pornographie, c'est qu'ils sont curieux de savoir comment se passe la sexualité. Le problème, c'est que nous, les êtres humains, on a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Donc, s'il y a un vide en matière de sexualité au sein de la famille, on va chercher à le combler. Et la pornographie, elle veut combler ce vide d'éducation sexuelle en donnant plein d'images et de représentations, et donc d'essayer de combler ce besoin que nous avons d'avoir des informations sur la sexualité, sauf que c'est un mauvais moyen pour répondre à un vrai besoin. Et le vrai besoin, c'est de quand même apprendre les choses qui concernent le corps, savoir parler de plaisir, de désir, d'excitation. Ce sont pas des gros mots. Parler de masturbation, ce n'est pas un gros mot. C'est un sujet encore ultra tabou. Parler de masturbation, pas seulement pour les garçons, mais aussi pour les filles. C'est quand même hallucinant comme encore beaucoup aujourd'hui, on ne comprend pas que les filles peuvent évidemment se masturber. On est aux prémices un peu de la connaissance du fonctionnement du clitoris. C'est un mot encore qui semble très étrange dans la bouche de beaucoup de monde, alors que c'est une réalité. Et je me dis que là, il y a vraiment quelque chose à faire aussi pour libérer la parole sur ce sujet. Ce n'est pas un tabou, c'est bon. Le plaisir, c'est bon, c'est extrêmement bon. Explorer son corps, c'est normal et c'est tout à fait bien aussi. De vraiment dire si on a des questions, on peut avoir des réponses, on peut en parler, puis sinon on peut trouver aussi des livres, des ressources pour répondre à toutes ces questions. De combler vraiment ce besoin de savoir des choses liées à la sexualité pour que le porno ne s'en charge pas, ça c'est très important. Et après, il faut aussi qu'en tant que citoyen et citoyenne, vous puissiez voter pour des hommes et des femmes courageuses en politique qui puissent s'engager à protéger nos enfants contre ce fléau. Et donc très concrètement, c'est qu'il faut absolument que le gouvernement nous aide en bloquant ces fameux sites, en faisant un peu la loi dans cette zone de non-droit qu'est l'Internet, parce que quand même, en plus, ce qui se fait vraiment dans la vraie vie, donc d'où ce rapport sur sur la pornocriminalité. Mais il faut qu'on aille un peu plus vite là que des rapports. C'est gentil les rapports, mais vraiment il faut agir les gars. Donc on vous attend, on attend une action forte parce qu'en tant que parent on est hyper démunis. Et je rassure tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui, je suis sexologue, thérapeute de couple. Je parle de ce sujet, mais H24. Moi, j'écris des bouquins, tout ce que vous voulez sur la pornographie. J'ai pas réussi à protéger mes enfants contre le porno. Donc voilà. Donc ça reste, en fait, comment dire, on est très démunis en tant que parents. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'en parler avec eux pour qu'ils ne soient pas traumatisés, enfermés là-dedans. Voilà. Ça, c'est important. Et peut-être que je veux aussi le dire, parce que parfois, quand on parle de ce sujet-là, ça peut activer une peur en tant que parent. On a peur pour ses enfants.
Je pense pas que la peur soit toujours très bonne conseillère. C'est bien d'avoir peur pour se dire, il faut que je mette des choses en place pour protéger. Ouais. Oui, ce mal existe et donc il faut que je protège. Mais ne pas être dans l'angoisse en disant, si mon enfant voit ces images, c'est la fin du monde. Non, c'est pas du tout la fin du monde. Donc s'il voit ces images, il n'y a pas de problème. Tout va bien du moment qu'on en parle, qu'on laisse pas seul, que c'est pas un sujet tabou. Le problème, c'est le tabou. Plus que d'avoir regardé ces images pornographiques. Ça, je tiens vraiment à le dire parce que je ne crois pas une fraction de seconde à une protection extérieure. C'est-à-dire que quand on est parent, parfois on veut éviter que nos enfants vivent des problèmes, ce qui est très très louable sur le fond, mais on veut les protéger. On veut les protéger en justement, par exemple, plus d'accès à Internet, on veut les protéger en les mettant dans des écoles tout bien comme il faut, on va contrôler leurs amitiés, etc. On peut mettre un peu une forteresse extérieure pour que nos enfants ne soient pas touchés par tout ça. Et il y a des parents qui sont tentés par ça, donc un peu une exclusion de la société, mettre dans des micro-milieux bien fermés où on s'assure que tout le monde pense la même chose et tout le monde aurait les mêmes types de valeurs. Je pense que c'est une erreur de faire ça et je pense que vous n'éviterez pas à votre enfant d'être exposé aux images pornographiques en agissant de la sorte. La meilleure des protections, c'est une protection intérieure. Et la meilleure protection à l'intérieur, c'est que vos enfants se sentent aimés inconditionnellement de vous. C'est ça la meilleure protection dans la vie. Quand tu te sens aimé inconditionnellement par tes parents, t'es fort. T'oses dire les choses, t'oses en parler, tu te remets pas en question en disant que t'es une mauvaise personne, etc. Pour moi, c'est ça la force. Et heureusement pour nous, en général, c'est ce qu'on sait faire, nos parents. C'est d'aimer nos enfants. Donc, par rapport à ce fléau, faites ce que vous savez faire le mieux. Aimez vos enfants. Dites-leur que vous les aimez. Dites-leur, montrez-leur, assurez-leur de votre amour. Parce que si vous faites ça et qu'ils se sentent aimés, ce sont des enfants qui vont bien grandir et qui vont grandir dans la confiance et qui vont grandir dans quelque chose de très ajusté par rapport à la sexualité ou aux relations. C'est quand on a cette fragilité où on se sent pas aimé qu'on est fragile après face à toutes les addictions, comme la pornographie ou la drogue ou n'importe quelle chose. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que j'allais te poser cette question, toi qui as des ados, est-ce que c'est possible aujourd'hui que des ados ne regardent pas de porno? C'est possible parce qu'il y en a qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Mais c'est une minorité. Mais c'est quand même franchement une minorité, quoi. Tu vois, si on fait une stat, hier j'étais avec 300 lycéens, parce que chaque semaine je rencontre des lycéens. Et donc j'interviens en milieu scolaire, je vais parler d'amour, de sexualité, donc je leur parle de pornographie, mais pas que quand même, mais je parle beaucoup de ça. Si je faisais une petite enquête et je demandais, je pense que sur les 300, je sais pas qui, là par exemple c'était des premières, je sais pas qui n'en a jamais vu. Est-ce que toi, en tant que sexologue, thérapeute, te dire que tes enfants ont regardé, tu t'es dit mince, j'ai raté un truc, ou tu t'es dit ok, on peut en parler et ça me donne des indications sur pourquoi ça arrive? Ça me met encore plus en colère en me disant mais c'est pas possible, quoi. En fait, le truc il est tellement énorme. J'ai l'impression d'être un peu, tu vois, David contre Goliath, quoi. Tu vois le truc, tu vois le symbole d'une industrie gigantesque et toi en tant que parent t'essaies de démerder comme tu peux et puis tu y arrives pas. Donc moi ça me motive encore plus à en parler. Mais je tiens quand même à vous dire que c'était très perturbant en tant que maman parce que vraiment cette idée que ça concerne toujours les enfants des autres et pas tes propres enfants, je trouve que ça nous tient très fort, quoi. Et je me souviens un jour, j'allais parler à une émission c'était il y a 8 ans cette histoire-là, sur BFM. Mes enfants donc étaient plus petits, donc mon aîné avait 10 ans, quoi, ou 9-10 ans. Mais tu vas où, maman? J'ai dit oui, je vais à la télévision pour parler d'un livre où j'avais déjà commencé à parler un peu de ce sujet. Ça s'appelle Une jeunesse sexuellement libérée ou presque, où je parlais déjà un peu des ados et de leurs problèmes avec la pornographie. Et il me dit, ah oui, tu vas leur parler de pornographie. Et puis, je savais pas qu'en fait, il savait que je parlais de tout ça, donc il avait compris. Puis j'ai dit oui. Il dit, maman, t'aurais tellement de travail dans mon école. Mais tu vois, ça m'a fait bizarre que mon fils me dise ça, tu vois, en me disant, mais non, pas dans ton école, pas toi. Je parle des enfants des autres, chérie. Bah non, voilà. Et en fait, il avait très bien compris non seulement ce que je faisais, ce que je disais, et il disait que, en fait, dans son école, on en parlait. C'est pour vous dire que là, je viens vous parler de ce sujet-là, mais je viens pas du tout en donneuse de leçons. Je viens en femme de terrain qui a vu à quel point c'est un désastre, en tant qu'aussi une personne qui veut écrire pour vous donner les mots pour en parler et comprendre le phénomène. Mais on est tous bien démunis, quoi, face à ce fléau. Et en même temps, je vais vous dire un truc, mes enfants vont extrêmement bien, ce sont des super gamins, ils sont en pleine forme, hyper équilibrés. Enfin, moi, je suis archi fan de mes 3 enfants, mais de notoriété publique, ils vont vraiment très très bien. Et donc, ça, quelles que soient les choses qu'ils aient vues ou entendues, ou en fait, ça les conditionne pas à avoir une vie personnelle merdique, pas du tout. Donc c'est pour ça que on calme le jeu. Moi, je peux être à la fois lanceuse d'alerte, hyper dure par rapport à ce sujet de porno, mais en même temps je vis pas dans l'angoisse du tout. Parce que je crois fondamentalement à ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est que la meilleure protection, c'est l'amour. Les enfants qui se sentent aimés, ils sont forts.
et ils vont bien traverser toutes les épreuves de leur vie. J'ai vécu d'autres épreuves. Moi, par exemple, j'ai divorcé. C'est une épreuve très importante pour des enfants. Et je pense que mes enfants vont bien parce qu'ils se sentent profondément aimés de leur père et de leur mère. Et ça leur donne une sécurité. Beaucoup de gens disent, on sent que tes enfants sont sécurisés. Ouais, parce qu'ils ont reçu ce plein d'amour. Et heureusement, on peut faire ça. On peut faire ça. Le reste, franchement, on est un peu nul. Bon, moi, en tout cas, je suis un peu merdique. Mais ça, aimer nos enfants, ça, on peut faire. En général, on peut faire. Quand tu parles aux lycéens, quand tu vas intervenir dans les classes, est-ce que, à la fin de ton discours et de ce que tu exposes, ils ont conscience que le porno, c'est problématique? Est-ce qu'ils peuvent accéder à cette conscience-là, ou c'est un travail qui est beaucoup plus long que juste une intervention une fois dans un lycée? Alors, c'est assez impressionnant de voir qu'ils ont tout à fait accès à tout ce que je raconte, que ça se passe extrêmement bien, toutes les interventions. Il n'y a pas un élève qui me dit « Madame, vous dites n'importe quoi, pas du tout, il n'y a pas de problème ». Ce qui est bouleversant, c'est que je vais mettre en mots ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Eux ont bien l'intuition qu'il y a un problème avec cette histoire-là, qu'ils sont pas tout à fait à l'aise avec ce produit. Sauf que tout le monde dit que y a aucun problème, que c'est tout à fait normal d'en consommer. On a complètement banalisé le porno et on vit dans une culture porno. Donc, ils ne comprennent pas parce qu'ils sentent bien intuitivement qu'il y a un problème, sauf que personne ne semble dire que c'est un problème. Et là, le fait que je puisse dire avec des mots et une explication très claire, je pense, et très pédagogique, pourquoi c'est un problème, ça les libère. On dit, ah bah ok, ouais, c'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait, c'est qu'il y avait un problème. Malheureusement, l'intervention ne va pas suffire à arrêter l'addiction. Donc pour certains, souvent je dis, mais arrêtez d'en regarder et voyez ce qui se passe. Certains vont peut-être arrêter comme ça du jour au lendemain, d'autres, ça va être difficile. En général, ça va être difficile, parce qu'il y a le phénomène d'accoutumance qui est mis en place. Et alors là, moi, je suis toujours bouleversée. Je me dis, Madame, est-ce que vous pouvez nous aider à faire en sorte qu'on arrête? Comment on fait pour arrêter d'en regarder? Souvent, ces interventions, j'ai pas le temps de leur expliquer exactement comment on fait. Et ça fait partie des projets pour ces prochains mois, semaines et mois, de monter vraiment des programmes très concrets pour les adolescents pour arriver à s'en sortir. Parce qu'il y a des solutions. Et il y a une demande. Mais ils sont trop touchants quand ils viennent après à la fin de la conférence. Mais même, on fait comment? Expliquez-nous. Et puis alors, moi, ce qui me touche aussi, c'est toujours les enfants qui me disent, mais comment ça se fait que ce soit aussi accessible? Moi, je leur explique le phénomène, tac, le truc et tout. Ils ont tout compris. Bah ouais, ok, on vous suit complètement dans votre raisonnement. Super. Mais pourquoi c'est aussi accessible alors? Et là, j'ai l'air d'une conne, mais vraiment d'une conne, parce que je me dis, mais en tant qu'adulte, je viens d'une société où je leur explique que la drogue, c'est mal, mais qu'en fait, la drogue, le sachet de cocaïne, là, dont je parlais tout à l'heure devant le collège, en fait, il est distribué quotidiennement. C'est quoi, cette société? Bah ouais, je sais pas très bien ce que c'est, cette société. Et là, je suis désolée, en fait, les gars, je suis désolée. Mais, ça, ils me le disent beaucoup. Et ça me fait toujours marrer parce que parfois je leur dis, je leur explique du point de vue de la loi, vous êtes victime, vous n'êtes pas coupable. Et donc, alors là, encore hier, il y en a un qui me dit, ah bah ça veut dire qu'on va aller porter plainte? Je dis oui, ça veut dire que tu peux aller porter plainte. Légalement, on pourrait aller porter plainte, aller au commissariat, bonjour, je suis un mineur, ou je suis parent d'un mineur, mon enfant a été exposé à des images pornographiques, et donc je porte plainte contre le site qui a permis à mon enfant de voir ces images. Parce que même s'il a essayé d'en chercher, c'est quand même le producteur d'images pornographiques qui doit faire en sorte qu'on ne tombe pas sur ces images. C'est lui qui est responsable de son contenu. Et je leur dis souvent, mais vous pourriez porter plainte et gagner beaucoup d'argent. Alors là, ils se marrent, ils ont tous envie de le faire. Et je dis, mais pourquoi est-ce que personne ne le fait? Parce qu'on est gêné, parce qu'on est honteux, parce que d'avouer qu'on a regardé du porno, d'avouer que son enfant a regardé du porno, c'est super gênant. Et là aussi, je sais qu'il s'adresse à une population beaucoup de parents, de mamans. C'est un sujet dont on ne va pas parler entre copines. Imagine, t'as vu ton enfant qui a vu des images pornographiques, tu vas pas dire à tes copines après, ah, mon fils a vu ou ma fille a vu des images pornographiques, ou difficilement. C'est pourquoi? Parce que t'as trop peur du jugement des autres. Et puis, on a peur, genre, qu'on contamine les autres, on peut se dire, mince, peut-être que je suis une mauvaise mère, parce que j'ai pas pu protéger. Donc, de nouveau, honte et culpabilité qui font que je m'enferme dans le silence et j'en parle pas en tant que parent. Et je le sais quand je vous parle que vous êtes un nombre hallucinant de parents qui étaient confrontés à ce problème-là. Sauf que entre parents, vous n'en parlez pas spécialement. Donc, il faudrait créer des collectifs, créer des plateformes pour que tous les parents puissent dire moi aussi, et que on se sente moins seul. Parce que franchement, quand tu découvres que ton enfant a vu du porno, pas seulement une fois, mais parfois pendant des années, et quand tu regardes ce qu'il a regardé, parfois c'est horrible comme expérience. Et beaucoup, je sais, parce que beaucoup de mères, beaucoup de pères ne veulent pas, on s'arrête parce que mais comment ma petite fille de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans a pu voir des choses aussi horriblissimes? Comment mon fils adoré chéri a pu voir des trucs aussi horribles? C'est trop choquant. Mais alors, voilà, je dis ce côté où j'en parle pas, quoi. Je suis vraiment seule avec ce truc-là. Et moi, ils viennent me se confier, puisque c'est mon métier, en tant que sexologue, thérapeute. Mais ils n'en parlent pas aux membres de la famille, etc., et leurs amis. Tu vois, je réfléchissais à ça, comment on protège nos enfants, comment... Moi, par exemple, je donne pas mon code de téléphone à ma fille. Ah, c'est une bonne idée.
Parce que comme ça, elle peut pas avoir accès à mon contenu si j'oublie mon... Alors, elle a que 6 ans et Oui, mais elle c'est serait très jamais seule avec mon téléphone là tout de suite, mais il suffirait de 5 minutes pour qu'elle puisse accéder à des trucs. Je veux pas lui donner ni mon ordinateur ni rien, donc elle peut pas y aller sans moi regarder. Pas parce que je le dis, on a toujours l'appel d'urgence existe, donc ils peuvent quand même appeler s'il y avait un problème. Mais elle a pas accès à ça. Je pense que c'est une super solution, ça. Ça, c'est un conseil très concret que tous les parents peuvent mettre en place. Parce que sinon, elle me demande tout le temps, mais donne-moi ton code de téléphone. Je dis non, c'est mon téléphone. Tu n'as pas accès à mon téléphone. Je te donne pas mon code. Parce qu'elle a celui de son père, donc elle est trop contente de savoir. Et je dis, moi, non, je veux pas que tu aies accès. Je trouve ça, en tout cas, hyper concret comme clé, comme solution. Et d'autant plus que là, on parle des mineurs maintenant, mais on parle aussi de la consommation des adultes qui en consomment massivement. Je sais très bien que quand je vous en parle, la majorité d'entre vous consommez du porno, parce que c'est ça, les statistiques le montrent. Et sur nos téléphones, et nos enfants vont regarder Choupi et Doudou, mais c'est sur ce même téléphone qu'on peut regarder notre film porno. Ah, mais c'est bien ça, sûr. La réalité. Donc, c'est nous, notre responsabilité de parents, d'aller les protéger face à ça. Ouais. On va s'arrêter là, mais on pourra refaire un épisode pour comment on sort du porno. Oui. Parce que comme tu dis, ça concerne les adultes et on n'a pas vraiment parlé des adultes. Oui. Ça a un impact sur la sexualité des couples, des parents. Ça a un impact sur l'amour. Ça a un impact sur la vision qu'on a des femmes. Ça a un impact même des hommes et de la performance. Oui. Et donc, tout ce qu'on peut mettre en place derrière quand on est adulte et qu'on est englué dans cette c'est tellement important. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet qu'on a commencé par parler des enfants, mais dans ce livre, tout le monde en regarde ou presque, je parle aussi de la consommation chez les adultes et des conséquences chez les adultes. Pour moi, c'est essentiel d'en parler aussi. Et comme tu dis, au sein de la relation, au sein de la sexualité, de nouveau, je suis sexologue, je suis pro-sexe à 3000%. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez une vie sexuelle géniale et qui soit épanouissante, parce que je pense que la sexualité, c'est la vie. Le plaisir, c'est la vie, c'est indispensable à notre vie heureuse. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'arriver à prendre soin de notre vie sexuelle et de nos amours. Et je pense que ce produit-là va dégrader considérablement votre vie sexuelle et vos amours. C'est pour ça que je suis très dure par rapport à ce produit. Donc, il faudrait qu'on en parle pour les adultes, parce que je sais aussi que c'est une situation qui est extrêmement courante où on découvre la consommation de pornographie de son conjoint. On ne savait pas, que ce soit homme ou femme, et que parfois ça peut être un cataclysme dans notre vie, ça peut être vécu comme une vraie infidélité, une vraie trahison, un mensonge, et puis avec toutes les conséquences que ça a après dans la relation. De nouveau, on n'en parle pas, parce qu'à qui parler? À quelle copine dire « Ah, mais mon mari regarde du porno » et quand on veut sauver un peu son image, on veut pas, on est gêné de nouveau par rapport à ce sujet, on n'en parle pas, bref. Tout ça pour dire que ces réalités existent et que ça a des conséquences très importantes sur la sexualité des femmes et des hommes. Et donc, on fait une partie 2. On fera une partie 2, Thérèse. Trop bien. Comme ça, on se reverra. Il faut absolument qu'on se revoie. Donc, si vous voulez la partie 2, vous la réclamez. Voilà, mettez-nous en commentaire, écrivez-nous et surtout peut-être aussi avec des questions vraiment sur votre situation d'adulte. Ouais. Merci beaucoup, Thérèse. C'est moi qui te remercie parce que je trouve très courageuse d'aborder ce sujet-là dans ce bel univers de la maternité, de la parentalité. Ça semble pas très joli d'aborder ce sujet, mais donc merci de le faire avec courage. Merci à toi. Trop contente de t'avoir revu pour moi ça. Aussi. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.